Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la Société tunisienne de cardiologie pour le choix de ce sujet, parce que c'est réellement un sujet, comme on vient de le voir, qui pose beaucoup de questions, très énigmatique effectivement, et puis surtout, et puis aussi de m'avoir associé à ce très très beau panel d'experts. Honnêtement, on apprend énormément de choses ce soir, et je suis sûr que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui apprennent aussi des choses. Alors, on a vu que les douleurs, on a vu que le principal symptôme avec l'IM qui était la fatigue. On a vu avec CIHM les douleurs, la dyspnée, et un autre symptôme, et dans le sondage qui a été fait par la Société tunisienne de cardio, on a vu que 20% des patients avaient des douleurs thoraciques dans le post-Covid, d'après l'expérience de ceux qui ont répondu. Alors, on a tous, et on se rappelle tous, des complications. On a beaucoup parlé des complications cardiovasculaires à la phase aiguë, les arythmies, les myocardites, les tableaux dramatiques de complications thromboemboliques, des tas de chocs cardiogéniques, d'insuffisance cardiaque aiguë sur des tableaux parfois dramatiques avec une mortalité très élevée. Et est arrivé progressivement des patients à nos consultations se plaignant de dyspnées, effectivement, qui peuvent être d'origine cardiaque, de douleurs thoraciques résiduelles, de toux, et aussi de palpitations. Et mon ami professeur Youssef Ben Amel nous en parlera bien évidemment tout à l'heure. Alors, lorsqu'on regarde les douleurs thoraciques dans la littérature, on a un premier papier qui est de l'équipe d'Henri Mondor sur 70 patients. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de regarder les caractéristiques. C'est des sujets jeunes, vous voyez, 45 ans, comme l'a dit Taolim, souvent des femmes. Ici, 78% étaient des femmes dans la série d'Henri Mondor. Et si on regarde l'oppression thoracique et la douleur thoracique, 51% à la phase aiguë, et vous voyez 52% dans la phase, je dirais, prolongée, la phase qui suit le Covid, avec des palpitations, par contre, moins avant et beaucoup plus après. Je pense qu'on en parlera. Et puis, la série italienne qui a été présentée, 143 patients, des sujets un peu plus âgés, 56 ans, un peu moins de femmes. Vous voyez ici, on est à 37% de femmes. Donc, selon la population, ça peut varier. Et si on regarde la douleur thoracique, vous voyez qu'en post-Covid, c'est 20%. Donc, on retrouve le chiffre tout d'un coup qui a été présenté. Mais probablement la série la plus importante, on vient de le dire, c'est la série de Yuan, le recul de 6 mois, qui confirme d'abord, et une population un peu plus âgée, 57 ans, qui confirme ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est que 76% à 6 mois vont avoir un symptôme, et ça c'est quand même une information importante. En grande majorité, c'est bien sûr de la fatigue. Et là, sur la douleur thoracique, et je pense que le diagnostic, surtout lié à un problème cardiaque, a été plus précis, vous voyez que c'est 5%. Donc, probablement, les problèmes que nous allons rencontrer en consultation, qui sont des problèmes cardiologiques, je dirais, pas forcément la symptomatologie de douleur thoracique qui est beaucoup plus vague, ça sera aux alentours de 5%. 3 cas cliniques à partager très rapidement. Une patiente de 63 ans, diabétique de type 2, qui n'a pas d'obésité, Covid-19 confirmé le 8 octobre 2020 par une PCR, des symptômes relativement classiques pendant 5 jours, et puis un traitement, tout le monde connaît malheureusement, vitamine C, D, azithromycine, du Lovenox à 0,4 mg pendant 7 jours, avec une bonne évolution, et elle consulte un mois plus tard pour douleur thoracique prolongée et fatigue et dyspnée à l'effort. À l'examen, on trouve une tachycardie, pas d'excitabilité ventriculaire, pas de trouble de la conduction. Et à l'échographie cardiaque, devant cette tachycardie, un ventricule gauche de taille de fonction systolique normale, une fraction d'éjection à 62 sec. Biologie, et là, on tombe sur ces fameux dédimères à 1732, la CRP un petit peu élevée, une créatine normale, et vu la gêne, on pousse à l'enjeu scanner pulmonaire qui confirme le diagnostic d'embolie pulmonaire unilatérale et distale, sous-segmentaire. Donc, c'est une patiente qui a développé, et ce qui est assez particulier, qui a développé son embolie pulmonaire un mois après sans avoir été hospitalisée. Mise sous rivaroxaban 15 fois 2 pendant 21 jours, puis 20 mg par jour sur 3 mois. Finalement, on va la traiter comme une embolie pulmonaire tout à fait classique. Juste pour dire qu'on a beaucoup parlé de l'embolie pulmonaire, mais surtout à la phase hospitalière, 8,3% des patients qui sont hospitalisés avec une surmortalité, 31% lorsqu'ils étaient en réanimation. Et puis,
Surtout, ce qui a un petit peu nous laissé un petit peu perplexes, c'est ces dédimères qu'on retrouve comme ça, parfois prolongés, sans qu'on comprenne. Et effectivement, tout à l'heure, il y a eu une belle discussion sur le fait qu'on n'est pas là pour traiter des dédimères, mais qu'on traite un tableau clinique particulier, ce qui a fait poser la question, et c'est ce cas clinique peut aussi pousser à la question de savoir quelle est la durée effectivement des anticoagulants. Est-ce qu'il faut se contenter de 7 à 14 jours, ou est-ce qu'il faut aller au-delà, surtout pour ceux qui ont des dédimères élevés? Je crois que la question, on l'a dit, elle est bien évidemment individualisée, mais ça va dépendre, à mon avis, du caractère de l'inflammation, de la persistance de l'inflammation, la présence ou non d'un fibrinogène élevé et d'autres paramètres à incriminer. Alors, si on regarde les embolies pulmonaires dans les suites d'une guérison du Covid, le plus souvent, ce sont des patients qui sont sortis, qui ont été hospitalisés, et le plus souvent en réanimation, et qui se sont aggravés quelques jours après, avec un retour. On a un premier cas avec une embolie massive, et puis là, deux cas, très souvent dans les quelques jours après la sortie. Souvent, ça rentre dans le cadre aussi de la présence d'anticoagulants circulants de type lupique. Donc, il faut rechercher tout ça. Mais dès que vous avez une détérioration de l'état respiratoire, dès que vous avez une élévation brutale, et peut-être non pas l'élévation des dimères, mais la cinétique des dimères peut être intéressante à regarder. Là, il faut y penser, mais dans le cas présent, vous avez bien vu, c'est une dame qui avait une embolie pulmonaire distale, peut-être qui existait avant, je ne sais pas. On a parlé de l'endothélium parce que effectivement, le Covid, c'est une maladie de l'endothélium, et lorsqu'on parle de maladie thromboembolique, on ne peut qu'incriminer cet endothélium, et on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions sur la dysfonction endothéliale et le Covid-19, la thérapeutique, le traitement. On connaît les mécanismes actuellement responsables de cette dysfonction endothéliale, source de vasoconstriction, d'inflammation et de coagulation persistante, et qui peuvent rentrer dans le cas de ce Covid long. Alors, on a fait justement chez cette patiente récemment, donc un mois après, vous voyez une étude de la fonction endothéliale avec mon ami, on collabore beaucoup avec mon ami le professeur Selma Abdeslam, et cette femme a justement une dysfonction endothéliale avec une VRI, comme on peut le voir ici, à 0,86, ce qui veut dire que après une occlusion, vous voyez, vous avez un très faible retour, je dirais, de vasodilatation flux dépendant, et c'est quand même aussi peut-être une piste sur laquelle il va falloir travailler. Ceux qui ont une dysfonction endothéliale, qui ont des dimères qui sont élevés, peut-être ce sont des candidats à garder une anticoagulation. De toute façon, beaucoup de gens travaillent sur ça, notamment dans la Société européenne de cardiologie, le groupe d'athérosclérose et de biologie vasculaire semble être très intéressant, sont en train de donner des recommandations sur le fait de travailler et d'étudier sur la fonction endothéliale, et que peut-être ça pourrait être un des paramètres à inclure justement dans la détection des séquelles post-Covid, et ça nécessite encore des études, et que peut-être il y a aussi des pistes à avoir. Et juste pour vous montrer un cas d'une patiente, vous voyez, de 70 ans qui avait fait une embolie pulmonaire, hospitalisée en réanimation, qui a gardé 3000 de dédimère malgré une dose de rivaroxaban, c'était de 15 fois 2, c'était la mère d'un médecin. Et vous voyez, la VRI, dysfonction endothéliale totale avec une VRI à zéro, et après traitement, après un mois, elle retrouve une fonction endothéliale tout à fait normale à 4,2, tout en gardant encore les dédimères étaient encore un petit peu élevés aux alentours de 800, mais on a quand même gagné sur les dédimères, et la relation entre fonction endothéliale et dysfonction endothéliale, à mon avis, c'est élévation des dédimères, thrombose et dysfonction endothéliale dans le post-Covid, c'est quelque chose à étudier qui peut être très intéressant. Deuxième cas clinique, c'est un homme jeune de 19 ans, Covid-19 très peu symptomatique, mais il y avait plusieurs cas dans la famille. 2 mois après, il se plaint de douleurs thoraciques rétrosternales, un examen cardiaque normal, sauf qu'il a un rythme cardiaque irrégulier, saturation normale, il a un bigéminisme ventriculaire avec des extrasystoles ventriculaires type retardois. Il est hospitalisé dans une clinique pour exploration cardiologique, douleurs thoraciques, des extrasystoles bigéminées, une échographie qui ne montre pas grand-chose, la biologie, examen biologique normal, en dehors d'une élévation des troponines. Et là, CRP un petit peu élevé, vous voyez, à 6 mg, on fait un holter rythmique, nombreux extrasystoles ventriculaires, il y a même un épisode de TB non soutenu, pas de pause, pas de trouble de la respiration, et on fait un angioscanner, ça c'est ce qui a été fait dans la clinique, et il m'a été adressé pour une coronarographie en me disant, voilà, on peut éliminer une cardiopathie ischémique. Alors bien évidemment, vous avez tous compris, un sujet de 19 ans, douleur thoracique prolongée, une histoire de Covid, élévation des troponines. Le premier diagnostic à faire, c'est l'IRM. Et en faisant une IRM, on tombe sur le diagnostic de myocardite avec un rehaussement tardif en postério-basal ici, et c'est souvent en inféro-latéral d'ailleurs, en inféro-basal ou inféro-latéral,
qu'on voit ces petites myocardites focales avec le rehaussement tardif caractéristique. Alors, je l'ai mis sous bisoprolol 2,5 mg par jour. Pas d'IEC parce qu'il y avait une bonne fonction VG, myocardite focale, une tension artérielle un petit peu basse et ce jeune. Je l'ai quand même mis sous un peu de colchicine à 0,5 mg par jour parce que pour moi, la douleur thoracique était probablement liée à une petite irritation péricardique. Il n'y avait pas d'épanchement péricardique, mais je trouvais que le péricarde était quand même un petit peu épaissi. Alors, il y a eu quelques discussions, quelques cas cliniques sur des myocardites détectés après guérison de Covid. Et le papier probablement qui a le plus sollicité l'attention, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le papier allemand, si vous vous en rappelez, sur une centaine de patients chez qui on a fait des IRM systématiques 2 à 3 mois après le Covid et des sujets jeunes, 49 ans. On a pris des patients asymptomatiques jusqu'aux gens qui étaient hospitalisés en réanimation et ont montré sur des séquences en pondération T1 et T2 des anomalies dans plus de 73% des cas, ce qui montrait de l'inflammation. Et on voit bien ce qu'a dit tout à l'heure Lim, c'est que plus les malades sont graves, plus les paramètres d'inflammation, d'œdème au niveau myocardique 2 à 3 mois sont là, et surtout l'élévation des troponines, comme on peut le voir. Et ça a l'air de persister un petit peu plus dans le temps. Donc, on ne sait pas encore ce que c'est, parce qu'il faut faire très attention. Toute inflammation qu'on va trouver à l'IRM n'est pas synonyme de myocardite. On sait que la myocardite, c'est beaucoup plus complexe. C'est une définition avant tout histologique et qui nécessite des biopsies. C'est tout un tableau clinique, mais il y a quand même cette inflammation chronique qui peut aboutir et qui pourra aboutir peut-être à de l'insuffisance cardiaque plus tard. Il va falloir regarder, on n'a pas assez de recul. Un troisième cas clinique plus rapidement, patiente âgée de 41 ans, Covid-19 le 15 octobre, avec un tableau aussi classique, mais relativement simple, tout sèche de durée 6 jours. Son mari et son fils ayant les mêmes symptômes, PCR n'a pas été faite, ils ont tous considéré qu'ils avaient le Covid, traitement classique, l'inoxaparine pendant 6 jours, consulte 2 mois plus tard, alors qu'il y a vraiment une période d'accalmie, pour des douleurs thoraciques persistantes, majorées en décubitus dorsal, ECG normal, et à la biologie, il y avait juste une CRP à 11 mg avec des dédimères et des troponines normaux. On fait une échographie et on tombe sur un petit épanchement péricardique avec un ventricule gauche de taille et de cinétique normale. On fait l'IRM cardiaque pour voir si c'est associé à une myopéricardite ou pas. Et finalement, il n'y a pas de myocardite. C'est vraiment une péricardite isolée 2 mois après un Covid. Et lorsqu'on regarde le papier d'Henri Mondor, ben on voit que sur les 70 patients, il y avait quand même 9 cas qui avaient, rappelez-vous, c'était 52% qui avaient des douleurs thoraciques, mais il y avait 12% uniquement qui avaient des péricardites ou des myopéricardites, que ce soit à l'écho ou à l'IRM. Et lorsqu'on regarde dans la série allemande, vous voyez qu'il y avait 22% de, je dirais, d'anomalies au niveau du péricarde, dont 20%, c'était des épanchements de plus de 10 mm. Donc, les épanchements péricardiques, 2 à 3 mois après un Covid, c'est quand même quelque chose qui est relativement non négligeable. Mais par contre, sur la plus grande série de la littérature en imagerie, 2800 patients dans cette méta-analyse, il n'y a que 5%, 4,5% d'épanchements péricardiques. Juste pour dire quelques derniers mots, c'est que finalement, on sait que toute inflammation myocardique, ce n'est pas forcément une myocardite, donc il faut faire attention. Dans 10% des cas, la myocardite est associée à un épanchement péricardique et que dans les épanchements péricardiques, on ne trouve pas de virus, c'est vraiment inflammatoire, c'est la péricardite virale qu'on connaît bien. Donc le traitement ici, c'était de la colchicine 0,5 mg x 2 par jour pendant 3 mois avec un contrôle. Je fais des CRP tous les mois et ensuite on peut réduire la dose de colchicine. On a vu qu'il y a des guidelines sur le Covid long, notamment des gens de NICE. Quelle exploration proposer? C'est ma pratique, un interrogatoire bien évidemment, un bon examen sur la fréquence cardiaque, la tension en cas de douleur thoracique, la saturation, l'auscultation cardio-pulmonaire. L'électrocardiogramme est très important. Un bilan standard, une NFS, une crête, une CRP, voir s'il y a de l'inflammation ou pas. Un bilan biologique spécifique selon le contexte, pas toujours. Troponine, NT-proBNP, dédimère, s'il y a beaucoup de dyspnée et il n'y a pas beaucoup de lésions au scanner. L'échographie transthoracique, bien évidemment, est intéressant. L'IRM cardiaque, examen clé, on peut aller jusqu'à l'angiographie pulmonaire, mais c'est des situations relativement rares. Et puis souvent, il faut le savoir, ces douleurs thoraciques, finalement, on ne trouve rien. Ça peut rentrer dans la dysfonction du système autonome et surtout aussi le syndrome de stress post-traumatique. Et Elie nous a beaucoup parlé du problème psychiatrique et on verra justement tout à l'heure comment on peut prendre en charge tout ça. Mes conclusions sont les suivantes. Le Covid n'est pas une maladie qui guérit très vite ni facilement, comme on vient de le voir. La douleur thoracique dans les suites d'un Covid, c'est un symptôme qui n'est pas si rare que ça, aux étiologies diverses, mais en réalité, il y a très peu, je pense, de causes cardiaques directes. Il y a énormément de patients qui vont avoir des douleurs thoraciques inexpliquées.
mais il va falloir un suivi beaucoup plus long pour mieux évaluer les séquelles cardiovasculaires liées au Covid-19. Je vous remercie. Merci, professeur Adet, pour cette très belle présentation avec des cas cliniques pratiques de notre pratique courante, allant devant la douleur thoracique post-Covid, allant de l'embolie pulmonaire à la péricardite, à la myocardite, à la dysfonction endothéliale. Et parfois, on n'a pas de cause évidente. Est-ce que c'est d'ordre psychogène? Donc, là, je vais voir les questions dans l'assistance. On s'intéresse surtout on revient à l'embolie pulmonaire, la question sur les anticoagulants. Jusqu'à où allons-nous prolonger le traitement anticoagulant des patients qui ont été hospitalisés mi-sortant et même en ambulatoire pour prévenir ce risque de développer l'embolie pulmonaire, même après 1 mois, 2 mois. On est en train de voir ces embolies pulmonaires tardives. Certainement, ce n'est pas très fréquent, mais on est en train de les voir dans notre pratique courante. Alors, que pensez-vous, docteur Adet, pour la durée de l'anticoagulation, parce que la question revient? Bon, la question revient. Effectivement, je crois qu'on est tous d'accord. On a évolué dans cette question. Au départ, on avait tous très, très peur des complications thromboemboliques. Et il y a eu un excès, je crois, de recours à l'anticoagulation prolongée. Et puis, on a vu apparaître, et tout à l'heure, il y a eu une très bonne question sur l'hémorragie, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de complications hémorragiques, justement, à un traitement un petit peu trop agressif sur les traitements anticoagulants et probablement la surutilisation des anticoagulants oraux directs, il faut le dire. Et ensuite, on est dans une deuxième période, je pense personnellement, où j'indique beaucoup moins en durée le traitement anticoagulant, sauf dans les situations, comme on a dit tout à l'heure, au cas par cas, les situations où vous avez un patient qui a des antécédents thromboemboliques, quelqu'un qui est sorti, bien évidemment, il est encore alitément. Maintenant, je vois de plus en plus de gens avec des dédimères élevés où je ne donne pas d'anticoagulant, pas du tout. Je recommande juste une très bonne hydratation, de bien bouger. Il y a un élément qui, pour moi, est quand même important, c'est 2 choses maintenant. C'est l'inflammation. Si vous avez quelqu'un, comme tout à l'heure, qui a 270 de CRP, je suis quand même méfiant. Moi, je suis pour l'anticoagulé dans ce cas-là, un petit peu prolonger le temps de voir pourquoi il est inflammatoire. Et la deuxième chose, c'est en cas de dysfonction endothéliale. Donc, on est en train de faire un travail avec Salem Abdeslam, justement, et de regarder pratiquement tous les malades qui viennent ont fait la fonction endothéliale. Et ceux qui gardent une dysfonction endothéliale, qui ont des dédimères élevés, moi, j'ai tendance à mettre un peu d'anticoagulation. Si je ne trouve pas de fonction endothéliale, une fonction endothéliale normale, je laisse tranquille. Effectivement, il y a une autre question sur les dédimères, les fameux dédimères. En fait, tout à l'heure, Afef a bien insisté qu'il ne faut pas se fixer sur le dédimère, il faut traiter tout un terrain, tout un patient. Certes, c'est un témoin d'inflammation, d'atteinte intravasculaire, intrapulmonaire, mais il faut regarder le patient dans sa totalité. Et la question est en fait, est-ce que lorsque vous avez un patient qui se porte bien, et 1 mois après Covid et après traitement par HPPM, il garde un taux de dédimère qui est supérieur à 1000. Donc, pour toi, il faut théoriquement étudier la fonction endothéliale. S'il est altéré, c'est un élément en faveur de prolonger le traitement anticoagulant. Il faut regarder peut-être aussi les autres facteurs de risque thromboembolique chez ce patient. Alors ça aussi, c'est vraiment des questions très embêtantes lorsqu'on voit des patients avec des valeurs très importantes. Moi, je crois qu'il y a 2 éléments. Il y a la cinétique. Si vous voyez les dédimères on peut le recontrôler. Si on voit que les dédimères sont en train de grimper, c'est qu'il y a probablement un processus thromboembolique. S'il y a un taux de dédimère qui est stable, chez un malade qui se plaint de rien, personnellement, maintenant, j'ai tendance à pas du tout anticoaguler, ni à dose préventive, ni à dose curative. Et j'ai pas mal de patients comme ça, mais je crois que maintenant, on est vraiment en train, beaucoup plus de recul. Et l'anticoagulation sur des dédimères uniquement, je crois qu'on est un petit peu tous d'accord que c'est plus justifié maintenant.